D'abord, je voudrais vous dire que j'avais décidé de, en fait, sans en parler à personne, sauf à mon éditeur, dont je salue la fidélité et l'assiduité et les encouragements enthousiastes, qui est un grand éditeur français, qui fait confiance à ses auteurs, sans jamais rien relire, sans jamais rien demander à relire. J'avais décidé de commettre une trilogie en partant du principe que j'avais exprimé ici même l'année dernière, que lorsque la maison s'effondre et qu'on marche à tâtons dans l'obscurité, l'instinct porte à chercher les murs porteurs. Et donc j'avais décidé d'écrire sur 3 murs porteurs, qui sont les murs porteurs d'abord de la résistance populaire à l'oppression, Charette, à l'oppression révolutionnaire, puisqu'il faudra bien qu'un jour on accepte l'idée que la terreur est dans l'ADN de la Révolution française. Donc je fais mon travail à la place de décèlement. Ensuite, la tempérance, le bien commun, avec Saint-Louis, deuxième mur porteur. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de pouvoir légitime, durable, sans la pérennité et la sacralité. Et le troisième mur porteur, l'espérance, Jeanne d'Arc. L'espérance et la souffrance. Jeanne d'Arc a su, par son instinct de paysanne de Don Rémy, comprendre que rimaient ensemble souffrance, espérance, France. Et que dans le mot souffrance, il y a encore le mot France. Et voici, je suis heureux aujourd'hui puisque j'arrive au terme de cette trilogie avec Jeanne d'Arc. Et je suis heureux pour elle et pour la France parce que en fait, ce livre dont on m'avait dit il restera confidentiel puisque plus personne ne sait qui est Jeanne d'Arc, a explosé. Hier, j'étais à un salon, j'ai signé 400 livres. On était là avec Zemmour, chacun. Et donc, en fait, je suis très heureux, et très heureux pour Jeanne d'Arc. Alors, d'abord, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que c'est la plus grande héroïne de notre histoire et que je voulais la mettre à la portée des jeunes générations qui ne la connaissent plus. L'autre jour, au Puy du Fou, j'ai fait une conférence devant 400 jeunes puy-folais. Il y en a 10 qui avaient entendu parler de Jeanne d'Arc dans leurs écoles. Voilà. La Vendée démocrate chrétienne, voilà ce que ça donne. Et donc, mon rêve serait que les enfants se précipitassent sur ce livre pour le lire, et comme il est facile à lire, pour en garder la substance. J'ai écrit ce livre aussi pour une autre raison, qui tient à l'esthétique. C'est qu'en fait, elle demeure le plus pur chef-d'œuvre que le génie
allégorique français et jamais déposé dans notre littérature. Et puis, surtout, elle est et elle demeure le plus formidable trait d'union que l'histoire ait jamais inventé entre le ciel et la terre. Alors j'ai écrit ce livre à la première personne et je me suis heurté à beaucoup de membres de mon entourage qui sont qui craignaient qu'un homme ne puisse pas se mettre dans la peau d'une pucelle. Et l'une de mes filles, qui est religieuse, m'a dit: papa, tu t'es mis dans la peau d'un rebelle entouré d'Amazones, charrette, ça on savait que tu pouvais le faire. Ensuite, tu t'es mis dans la peau d'un saint, on a eu des doutes, ça a marché, tu as eu des grâces. Mais là, dans la peau d'une pucelle, papa, tu peux pas. Donc vous jugerez par vous-même. Et alors j'ai écrit à la première personne. Alors pourquoi ? Pour lui rendre son humanité, pour retrouver la vérité de ses émois, de ses éblouissements, de ses désarrois devant l'innommable. Depuis que je suis enfant, comme beaucoup d'entre nous ici, on la regarde tout en haut, accrochée aux tentures sacrées, comme une sainte d'enluminure. Elle apparaît lointaine, abstraite, séraphique. J'ai voulu déposer la tapisserie pour la regarder de plus près, guetter et restituer ses fragilités, ses doutes, ses vraisemblances. Comment ai-je écrit ce livre à la première personne ? Eh bien, faute de rencontrer le personnage, et pour cause, je suis allé à la recherche de son sillage. Je me suis effacé. J'ai effacé en moi tous les mots, tous les bons mots, toutes les pensées qui me venaient à l'esprit. Je me suis laissé envahir. J'ai constaté d'ailleurs que, à mes dépens, que tous ceux qui approchent Jeanne sont irradiés par elle. J'avais même l'impression par moments que c'est moi qui tenais la plume et que c'est elle qui écrivait. Tellement c'était facile. Alors comment j'ai fait ? Je suis allé voir les historiens locaux. D'abord les grands historiens vivants qui ont pignon sur rue. Mais l'histoire officielle est souvent composée de moines copistes, en fait, qui recopient le Quicherat de décennie en décennie, ou de médecins légistes. Et moi, ce que je voulais, c'est la faire revivre. Donc les historiens locaux frottés de traditions orales. J'ai longé les rivières, guettant l'écho de ses chevauchées. Je suis allé partout où elle est allée, je suis allé respirer l'air qu'elle a respiré. J'avais par moments l'impression que les petites pâquerettes d'eau sur telle petite rivière, elle aurait pu les cueillir en se penchant. Et j'ai guetté ces soleils levants, ces humeurs vespérales. J'ai raccordé tout ça à tous les témoignages du deuxième procès, celui de 1456. Et puis j'ai écrit. J'ai fait des découvertes, dont l'une qui me paraît essentielle, sur l'abjuration. J'en parlerai tout à l'heure. Si jamais je n'en parle pas, faites-moi penser. Parce que je pense qu'elle n'a jamais abjuré. J'en suis même convaincu. Et je le démontre. Et alors, en fait, j'ai découvert Jeanne
telle qu'elle était. C'est une petite fille heureuse qui est née le jour des Épiphanies, le 6 janvier 1412. Elle était née pour les rois. Et heureuse entre son père et sa mère qui était de Sermaises, à 25 lieues de Don Rémy, qui lui a tout appris, à tirer l'aiguille, à tourner le fuseau, qui lui a appris aussi sa créance, le pater, l'Ave Maria, le credo. Elle ne sait ni A ni B à Don Rémy, mais sa mère lui a appris à prier, à passer de la maison du Père à la maison du Père, parce que la maison du Père céleste est tout près de la maison du Père terrestre. Il suffit d'enjamber le clos du cimetière. Sa mère, elle est tout pour Jeannette. Elle s'appelle Zabile Romé. Ma petite Jeannette, ma petite Jeannette. Elle a peur pour sa petite Jeannette. Et son père, lui, il est bougon comme son cheval, dit-elle, mais tendre comme de l'endive. Il lui apprend à observer, pour se méfier, à observer les nez torves, les yeux fuyants, les doubles mentons. Le premier pour mentir haut, le deuxième pour parler bas, ce qui l'aidera beaucoup lorsqu'elle sera face aux évêques. Et puis son père, il lui apprend aussi à labourer. C'est elle qui fait les robes de fenaison, c'est elle qui fait les tabliers de toile, de chanvre pour ses frères. Ses frères, c'est elle qui remplit sa devantière avec des marrons, qui sont les réserves de projectiles pour aller se battre contre les francs-serroniers de Maxey, où ils vont à l'école. Les francs-serroniers, c'est les bourguignons. C'est pas une invention sémantique d'aujourd'hui, c'est Jeanne d'Arc. Sa grande sœur Catherine, qui l'a conduit à Notre-Dame de Bermond tous les samedis en pèlerinage, où elle voit un Christ qui existe toujours, efflanqué, qui sue le sang et qui porte la misère du monde. Elle naît dans un petit village qui s'appelle Don Rémy, qui appartient à une châtellenie qui est un dernier lambeau de terre française, la châtellenie de Vaucouleurs. Elle grandit dans la vallée des couleurs de Vaucouleurs, entre la Meuse et le Soleil. Elle est une fille de l'eau, elle est une fille des champs, elle est une fille de piété, les trois à la fois. Elle n'est pas une mystique, elle aime rire, elle aime courir, elle aime sauter, elle aime danser, elle aime chanter. Elle aime les libellules, les abeilles, les boutons de fleurs, le baumet, les grands arbres. Et puis, de temps en temps, bientôt chaque jour, elle va dans l'église de son baptême, dédicacée à Monseigneur Rémy. Don Rémy, ça veut dire Monseigneur Rémy, c'est-à-dire l'évêque qui a sacré le premier roi des Francs. Elle sait donc, à l'âge de 6 ans, en écoutant Messire le curé Minet, le curé de Don Rémy, que le roi est roi par la nature, certes, par la filiation, mais qu'il n'est vraiment roi que par l'onction. Chez elle, tout est naturel. Elle vit le quotidien, l'instant, comme une pastoure, comme une bergerette. Elle aime cueillir les pâquerettes d'eau dans la rivière des Trois Fontaines. Mais c'est une enfance troublée. Heureuse et troublée parce qu'elle vit dans la peur des loups qui viennent déterrer les paroissiens la nuit, en sépulturés dans le cimetière à côté. La peur des bandes qui pratiquent la robberie, la dérobberie, qui brûlent les récoltes, qui volent le bétail, et qui pratiquent une devise guerre sans brûlement,
ne vaut pas plus que viande sans moutarde. Et puis c'est la confusion autour d'elle. Elle comprend la confusion parce que son père, lorsqu'il revient de Vaucouleurs, explique à ses frères devant elle, ça va très mal. La France est comme une dame déjetée, humiliée, comme un cheval sans frein, comme une nef sans gouvernail. Il y a 2 papes et 3 rois. Donc, il y a 2 papes, il y a le pape Benoît XIII puis un autre. On ne sait pas lequel est légitime. Et il y a 3 rois. Il y a le roi de France et d'Angleterre. À la suite du célèbre traité de Troyes, elle a 8 ans, quand le traité de Troyes est conclu par Isabeau de Bavière, cette bavaroise plissée de gras sous le Hénin, une truie couronnée, dit-on, qui, avec les élites du moment, a considéré que la souveraineté était trop lourde à porter et qu'il fallait donc la transférer à l'étranger. Traité de Troyes, qui est le brillant ancêtre du traité de Maastricht. Et donc le petit roi d'Angleterre, il a 6 ans, il s'appelle Henri VI, il porte la double couronne, il est roi de France et d'Angleterre. Et les élites expliquent que la France sera plus grande et plus prospère lorsqu'elle sera anglaise. Donc elle est anglaise, en tout cas une grande partie. À côté, il y a le petit roi de Bourges. Il ne sait comment réparer sa fortune, les princes du sang se sont retirés de son autorité, il n'a pas l'appareil convenable à sa dignité. Le duc de Bourgogne, puissant comme un roi, la Flandre, la Bourgogne, l'Artois, la Champagne. Et donc tout est presque perdu. Chez elle, l'ordinaire se trame dans l'extraordinaire vient éclairer l'ordinaire. On est en 1425, elle a 13 ans, il fait chaud, il fait très chaud, on est au mois d'août. Et tout à coup, elle est enveloppée par une lueur immense, avec des anges tout de blanc vêtus, à dextre du signe de l'église. Ce n'est pas le soleil qui, ce jour-là, tombe à pic. C'est juste à côté du soleil. Elle prend peur, elle ne sait pas si ces apparitions viennent de Dieu ou du diable. Rien le lendemain, le surlendemain, les anges reviennent, et parmi eux, elle reconnaît l'archange Saint-Michel parce qu'il porte un manteau rouge, le mantel rouge du vitrail du cœur. Et les voix, Saint-Michel, Sainte-Marguerite, Sainte-Catherine, lui expliquent qu'elles vont la gouverner. Bientôt sa sœur s'inquiète parce qu'elle laisse son ouvrage dehors, elle abandonne sa quenouille, elle n'est plus à son ouvrage. Et sa sœur ne s'en étonne pas parce qu'elle dit mais dans le royaume tout le monde est fou, le roi est folle et ma sœur est folle. Donc elle sait désormais qu'elle ne peut parler à personne. Et puis un jour, il lui arrive une chose effrayante, ses voix lui disent tu vas quitter tes parents, ta famille, sans prévenir ton père. Et tu vas aller sauver le royaume. Tu auras 2 choses à faire, lever le siège d'Orléans et conduire le roi au sacre, à Reims. Et donc elle quitte Domrémy, elle se trouve devant le capitaine de Vaucouleurs, le capitaine de Baudricourt, qui d'abord demande qu'on la soufflette et qui finit par céder. Advienne que pourra. Il lui accorde une escorte, l'escorte traverse la France. C'est un vrai miracle parce que il faut voyager de nuit, mettre des linges sur les sabots des chevaux pour qu'ils ne fassent pas de bruit, traverser les rivières d'eau glacée. On est au mois de février 1429. Et quand elle arrive à Chinon, c'est une immense déception quand elle est au pied du roi, parce que pour elle, un roi, c'est beau. Et là, il a les jambes tortes, il a des yeux vairons, petits et troubles. Il a un pourpoint, une sorte de sac de toile de grenier, d'avoine.
Et il est muable et il tremble. Et en fait, le dialogue va être très difficile parce que le dauphin écoute son conseil de cour qui lui explique jamais, jamais les capitaines n'accepteront d'obéir à cette pucelle. Et que vont dire les Français si vous remettez le destin de la France entre les mains d'une bergerette? Donc elle va lui confier un secret qui va lui démontrer qu'il est bien le fils du roi. Malgré tout, il va céder au conseil de cour. On l'emmène à Poitiers. Là, il va être examiné, examen mental, examen physique. Celui qui préside le jury avec les maîtres des Écritures saintes, c'est un évêque, un archevêque. C'est l'archevêque de Reims. Il n'est pas pressé de retourner à Reims, il ne croit ni au miracle, ni au sacre. Donc un évêque. Et il veut faire église. Et donc, examen mental, parce qu'il faut vérifier qu'elle n'est pas une illusion en semblance de femme produite par l'art des démons. Et examen physique, on la visite comme une génisse avec des malformations. Et cette manière d'impudeur blesse son âme profondément. Et finalement, elle est surprise. Elle est jugée saine, d'esprit, de corps. Elle se voit confier une maison militaire, un État. Elle est chef de guerre. C'est l'expédition Blois à Orléans. La rencontre avec Xaintrailles, le maréchal de Saint-Sévère, l'amiral de Culan, etc. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à ce qu'elle peut croire, ils ne vont pas lui obéir. Quand elle arrive à Orléans, le peuple l'attend et lui assure un triomphe. Mais les capitaines, eux, suivent leur stratégie, qui n'est pas du tout celle de Jeanne. C'est-à-dire celle d'un assaut immédiat. Mais malgré tout, Jeanne va triompher. En quelques jours, elle va lever le siège d'Orléans. 4 mai, 6 mai, 7 mai. Le 7 mai au matin, elle prédit à ses hôtes, le trésorier royal qui habite à la Porte Régnard, là où elle loge, ce matin je passerai par la rivière, la Loire, et ce soir je rentrerai par le pont des Tourelles. C'est impossible. Il y a 3 arcades de coupées, et le soir elle rentre par le pont. Elle est blessée gravement à Orléans. Elle est observatrice. Elle s'est glissée dans l'armure, dans le harnois du chevalier. Elle a regardé les autres chevaliers. Elle a guetté tous les gestes de panache. Et quand elle reçoit le vireton, ce sont les chevaliers qui sont en état de défaillance et qui crient leur désespoir. Elle garde son calme. Elle croit qu'elle va mourir, mais elle veut mourir dans la dignité. Elle s'écarte dans une vigne et elle a vu les chevaliers qui se déflèchent. Et elle arrache elle-même la flèche. Et elle revient sur son cheval, nouvel assaut, elle gagne. À partir de cet instant, tout bascule. Pense-t-elle? Mais rien ne bascule. Elle pense qu'elle va être écoutée, que le roi va l'écouter et accepter d'aller à Reims. Le roi ne l'écoute pas. Il écoute le bastard, Dunois et les capitaines, qui disent maintenant qu'il faut nettoyer la Loire. On ira à Reims plus tard. D'abord nettoyer la Loire. Qu'à cela ne tienne, on nettoie la Loire. C'est la fameuse victoire de Jargeau puis de Patay qui est face à Zincourt. Alors, elle se dit, cette fois-ci, le roi va m'écouter. Et retourne vers le roi, qui n'écoute que son conseil de cour, qui veut maintenant investir la Normandie pour chasser les Anglais, les rejeter sur les ports normands. Et c'est là qu'elle a ce mot splendide et ô combien politique. Charles de Valois recevra plus de force d'une seule goutte d'huile que de 10 000 lances. Les capitaines veulent la libération, puis l'onction. Elle demande l'onction, puis la libération. Et là, elle gagne. Le roi finit par l'écouter. C'est la route du sacre, l'arrivée à Reims. Quand elle croise l'ange qui lui sourit,
Elle lit une prémonition favorable, heureuse, mais elle remarque, la petite paysanne qui voit tout, que l'ange a la palme du martyr dans la main. Prémonition du malheur. Elle va être la première à se précipiter au pied du roi lorsqu'il est oint, et elle lui dit ceci: gentil dauphin, je ne vous appellerai plus gentil dauphin, je vous appellerai désormais sire le roi. La petite paysanne sait manier les concepts, elle sait ce qu'est la monarchie de droit divin. Et là, nouveau basculement. Après Reims, ces voix sont silencieuses. Elle veut attaquer Paris, elle attaque Paris, elle échouera devant Paris. C'est le doute. Le doute autour d'elle et le doute en elle. Les soldats se gaussent. Ah, Jeanne l'invincible, la petite vachère. Faudrait mieux qu'elle retourne à Don Rémy, entre ses parents, ses frères et sœurs. Ses frères, puisque sa sœur est morte. Ses capitaines la quittent. L'armée est dissoute. L'armée du Sacre est dissoute. On va lui confier des besognes de basse police. Charité-sur-Loire, Saint-Pierre-le-Moutier, des missions de sergent de guet. Elle n'est pas venue pour des missions de sergent de guet, elle est venue sauver la France. Et là, je voudrais vous faire toucher du doigt l'atmosphère de la cour. On la couvre d'honneur, la fausse monnaie de l'honneur. On l'anoblit. On lui donne des robes, des tissus magnifiques. Et elle dit elle-même, mais il faut que j'apprenne à ne rien faire, mais je n'ai jamais appris à ne rien faire. Alors elle en profite pour apprendre à lire et à écrire, et à compter. Et puis, elle doute, parce qu'elle se demande si elle ne s'est pas mise en orgueil. Elle doute parce qu'elle a la nostalgie de Don Rémy. Elle a envie de rentrer chez elle. Parce qu'elle a rencontré son père à Reims qui lui a dit: si tu ne reviens pas après le sacre, ta mère et moi nous allons mourir de chagrin. Et dans cette période de doute, elle est face au conseil de cour qui reprend la main et qui la montre comme une follement enflammée, malement enflammée, avec ses folles fantômeries. Regnault de Chartres, Georges de la Trémouille, qui appelle le gros Georges, s'acharne sur elle pour une raison stratégique. Ils veulent la paix au bout de la lance, ou plutôt, ils veulent la paix au bout de la plume, pardon, et elle veut la paix au bout de la lance. C'est-à-dire, elle dit, moi je veux terminer le travail pour que les Anglais s'en aillent. Tant qu'ils ne sont pas partis, on continue la guerre. Le roi, entre les deux, hésite, mais il est mu par une autre idée, tout aussi respectable que l'idée de Jeanne. Jeanne dit la guerre, la guerre, la guerre. Et le roi dit non, l'unité, l'unité, l'unité. Je suis un roi capétien. Je suis un roi capétien. Qu'est-ce que fait un capétien? L'unité. Donc moi je veux la paix avec les Bourguignons. Et quand j'aurai la paix avec les Bourguignons, alors on se retournera contre les Anglais. Donc vous avez deux logiques parfaitement respectables, que beaucoup d'historiens n'ont pas comprises. Celle de l'unité capétienne et celle de la paix au bout de la lance. Mais ces deux logiques sont irréconciliables, au point que Jeanne, une nuit, en pleine nuit, va quitter la cour sans congé royal, et elle va rejoindre une bande, une compagnie d'Italiens, de Lombards, commandée par un certain Barretta, pour aller sauver Compiègne. Elle dit, puisque vous ne voulez pas faire la guerre pour chasser les Anglais, j'y vais toute seule. Et quand elle se retrouve à Compiègne,
elle s'adresse au capitaine Guillaume de Flavy en disant « Moi, je veux tout de suite combattre les Anglais et les Bourguignons, puisqu'il y a les Anglais à Dextre et les Bourguignons à Sénestre. » Elle est prise au piège. Guillaume de Flavy l'avait prévenu, prise au piège dans une sorte de marécage, et quand elle se retourne, la dernière, pour rentrer par la herse, elle entend « Abaissez la herse !» Qui a donné l'ordre? Personne ne sait. Est-ce une trahison? Est-ce une coïncidence? Personne ne peut le dire. Elle est prise, elle tombe, elle devient captive. Elle est prise par le bâtard de Vendôme, qui la remet à son chef, le duc de Luxembourg, qui est lui-même le vassal du duc de Bourgogne. Mais il y a de l'espoir, pense-t-elle, parce qu'il y a les lois de chevalerie. Elle est prisonnière de guerre. Et tant qu'elle est prisonnière de guerre, on peut la racheter. Il suffit de payer une rançon. C'est la pratique habituelle. Et elle pense que les Français se réuniront, vont se cotiser pour aller la chercher. Elle pense que le roi va venir. Le roi ne vient pas. Elle pense que son chapelain, Jean Pasquerel, va mobiliser les ecclésiastiques. Les clercs ne bougent pas. Elle pense que l'Aïr Xintraille, personne ne vient. Et puis un jour, elle apprend que les Bourguignons l'ont vendu aux Anglais pour 10 000 francs. Et que les Anglais ont demandé à l'université de Paris, qui est le cœur, l'âme du concile de Constance et du concile de Bâle, c'est-à-dire le cœur de l'Église catholique romaine en France, de lui faire un procès comme une sorcière présumée. Et là, tout le monde s'écarte. Pourquoi? Parce qu'on ne s'approche pas d'une sorcière présumée. Sinon, on va en enfer. Et donc, elle est seule. Elle n'est plus prisonnière de guerre, elle devient une sorcière présumée. Et quand elle entre au château du Bouvreuil à Rouen, elle comprend qu'elle est en Angleterre, puisque loge à côté de son cachot le petit roi Rufus, elle va le voir passer, à côté le gouverneur Warwick, et à côté le régent de France, Jean Bedford. Et donc en fait le château du Beauvreuil, qui est sa prison, est la résidence du roi d'Angleterre. Son cachot, un mot sur son cachot, c'est horrible, 3 renfoncements, 1 pour les latrines, 2 pour les housepayeurs. Les housepayeurs, ce sont les gardiens anglais qui crachent sur elle du matin au soir, qui pissent sur les murs, qui vomissent sur elle, sur son lit, qui la menacent et qui tentent de la forcer à chaque minute. Elle est allongée sur une planche de bois avec des chaînes traversantes et des anneaux de fer. Elle ne peut pas se mouvoir. Bientôt, on apporte une cage de fer, parce qu'une sorcière, ça peut s'envoler. Et donc finalement, le 21 février 1430, 1431, quand elle va être conduite dans la chapelle castrale pour le début du procès public, elle est presque soulagée. On la traîne avec des fers aux pieds. Elle reste debout face à l'évêque Cochon. L'évêque Cochon qui dit « Je vais faire un beau procès ». Vous voyez, un beau procès. Et il ne cessera de répéter « Il faut que nous fassions un beau procès », qui sont les juges, des maîtres en écriture sainte, des clercs, des sommités de l'Église catholique romaine. Est-ce que c'est un procès religieux ou un procès politique? Les deux. C'est un procès politique parce que c'est un procès fait par les Anglais, voulu par les Anglais, payé par les Anglais, truqué par les Anglais. Truqué par les Anglais puisque le matin, les juges jugent Jeanne et le soir, ils dînent chez le roi d'Angleterre. Et d'ailleurs, le procureur d'Estivée est surnommé Bénédicité. Elle ne comprend pas pourquoi et elle finit par se faire expliquer pourquoi. C'est parce que c'est lui qui prononce la prière Bénédicité
lors des festins nocturnes chez le roi d'Angleterre. De temps en temps, il y a des hoquets parmi les somnolences de ces juges. C'est parce que on digère les sauces de la veille. Les juges, elle remarque que les juges ont la bouche de travers, ils sont toujours penchés à sénestre pour se parler les uns les autres. Ils pratiquent la charité entre eux puisque ils parlent toujours à voix basse pour ne pas réveiller ceux qui dorment. Et il y a qu'elle d'ailleurs qui ne sait pas pourquoi les juges penchent à gauche. Mais en tout cas, l'évêque Cochon mène ça de main de maître. Derrière lui, il y a de temps en temps le cardinal de Winchester, mais il n'a pas besoin de prendre ses ordres. Il a ce talent, cette autorité, cet allant d'un évêque qui veut condamner la sorcière. Procès politique, procès religieux, précisément, qui veut condamner la sorcière. On lui reproche trois choses sur le plan religieux. D'abord, de vouloir porter l'abidum, qui était abominable à Dieu selon le Deutéronome. Alors elle explique, oui, je porte l'abidum parce que il vaut mieux, quand on est avec des hommes, surtout la nuit, les hommes sont plus habiles, les femmes le savent, la nuit que le jour. Et il vaut mieux porter l'abidum pour éviter qu'ils ne prennent en moi charnelle et lubrique fantaisie. Ça paraît quand même cohérent comme réponse, mais ça ne suffit pas. Alors après, on lui dit, bon, les apparitions, c'est normal, pour des évêques et des clercs, quelqu'un qui dit moi j'obéis à l'église triomphante et vous n'êtes que l'église militante, c'est quand même les faire passer au deuxième plan. Et si tout le monde se met à dire qu'il a une ligne directe, vous voyez, comme moi avec Poutine, il n'y a plus d'église possible. La force, la légitimité des clercs, c'est de tenir l'ensemble du système et d'être eux en communion indirecte comme corps intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc elle pose un vrai problème avec ces voix. Parce que c'est tout juste si elle leur dit pas, attendez, je vais interroger mes voix pour savoir ce qui est dans votre cœur, monseigneur. Donc elle est dangereuse. Et puis la troisième chose précisément, c'est que par-delà ces voix, elle dit je veux bien obéir à l'Église, mais pas à vous, au pape. Or les pères du concile, puisqu'elle est jugée par les pères du concile, les pères du concile ont décidé au concile qui a précédé le procès la méthode synodale, c'est-à-dire la collégialité supérieure au pape. Voilà, c'est ce qu'on appelle le conciliarisme. Et donc, jusqu'au bout, jusqu'au bûcher, elle va réclamer le droit d'aller voir le pape. Parce qu'elle considère que le pape est au-dessus du concile. Et les pères du concile, évidemment, éclairés par l'Esprit Saint, puisque les conciles sont toujours éclairés par l'Esprit Saint, on en voit les conséquences. Et donc, voilà, eux, ils disent... on est les pères du concile, donc c'est nous qui commandons l'Église, au-dessus du siège de la papauté. Voilà le problème religieux. Il y a cette scène incroyable, un matin, où elle est empoisonnée. Elle est empoisonnée par l'évêque de Beauvais, avec une carpe. Et en fait, l'évêque de Beauvais s'est dit, je vais m'en débarrasser parce que ça peut mal tourner. Et comme lui, qu'est-ce qu'il veut l'évêque? Il veut un nouveau diocèse plus grand, normal. Et donc, il dit, pour avoir un nouveau diocèse, il ne faut pas que j'ai trop d'emmerdes. Bon, là, ça sent le roussi, parce qu'il ne sait pas trop comment ça va tourner. Si les Anglais vont rester, les Bourguignons, etc. Donc, il dit, on va la faire disparaître. Bon. Après, on la menace de torture. Alors là, les Anglais se mettent en colère parce que ils ne veulent pas d'une mort naturelle de Jeanne. Il faut qu'il y ait le bûcher.
Et on arrive à l'essentiel. On arrive à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il ne s'agit pas de la condamner et de la brûler pour la faire disparaître. Il s'agit de la déshonorer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est qu'un instrument, la petite Jeannette. Il s'agit en fait de déshonorer le roi de France. Le roi de France a été oint dans la tradition capétienne. La seule manière pour le petit roi d'Angleterre d'en appeler à l'illégitimité du roi de France, c'est de dire « Ah, mais il a été conduit à Reims par une sorcière ». C'est ça, l'astuce de procédure. Parce que s'il a été conduit à Reims par une devineresse mue par les forces du diable, alors il n'est pas légitime. Et donc il s'agit en fait de déshonorer Jeanne, de la flétrir pour éclabousser le roi de France. Et pour la déshonorer, pour obtenir la flétrissure, il faut qu'elle abjure. Il faut qu'elle renie ses voix. Il faut qu'elle les révoque. C'est toute la cérémonie du cimetière de Saint-Ouen. Elle est là, sur une estrade, avec un recteur, le recteur émérite, donc qui la sermonne sur le thème quand un sarment se coupe de la vigne et ne produit plus de raisin. Voilà. Vous la connaissez. Bon. Et puis, et là, il y a cette fameuse scène incroyable, relatée par tous les historiens, sans qu'on n'en tire jamais de conclusion. Écoutez, et si vous ne me croyez pas, vous allez lire le procès. D'abord mon livre, et ensuite le procès. On lui donne un parchemin. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est qu'il y a des dizaines de témoignages, et c'est dans les pièces du procès, dans le compte-rendu, et sous le contrôle de Cochon. On lui donne un parchemin. On note que le parchemin fait 7 lignes. Le temps d'un pater, on dit. On lui donne à lire le parchemin. Dans ce parchemin, tous les témoins disent, il n'est pas question des voix. Il est question d'abandonner la vie d'homme, d'abandonner la guerre, pas question des voix. Bon. Donc elle lit le parchemin. Puis après, il y a un signe de Cochon au secrétaire du Conseil d'Angleterre, Laurent Callot. Il monte sur l'estrade et il sort de sa manche un autre parchemin, beaucoup plus long celui-là. Et il lui dit maintenant, tu signes. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une croix. Et à côté de la croix, un rond. Et tenez-vous bien, après elle regarde Cochon, et regardez-moi bien, elle fait... Elle rit. Tous les observateurs relèvent qu'elle rit. Et alors les historiens disent, il y a un rictus nerveux. Ah bon? Alors essayons de comprendre ce que je viens de vous dire. Donc, à l'oral, elle n'a pas renié ses voix, puisque en fait, elle a lu un parchemin, il n'est pas question de renier ses voix. Ce parchemin, il a disparu. Le seul parchemin qui reste, c'est l'autre, dans lequel elle renie ses voix. Seulement, ce n'est pas le texte qu'elle a lu. Ça, c'est avéré. Alors après, il y a la question de la signature. Donc, à l'écrit. Elle signe avec une croix et un rond. Et après, on voit qu'on lui force la main, et c'est pas sa signature, c'est une signature forcée, il manque des mots. Or, toutes les lettres qu'on a depuis mars 1430, toutes ces lettres, c'est une signature avec des pleins et des déliés très bien faits. C'est sa signature. Donc ça rappelle, si vous voulez, la signature de Louis XVII quand on lui fait attaquer sa mère. Alors, on voit que la signature, c'est une main forcée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle, de son propre mouvement, elle a fait une croix et un rond. Alors, c'est quoi? Ben, c'est très simple. Elle a expliqué à Jean Pasquerel, son chapelain,
quand je signerai avec une croix, il ne faudra pas me croire. Quand je veux qu'on me croie, je mettrai deux croix. Donc, s'il y a 2 croix sur une lettre, ça veut dire il faut me croire. S'il y a une seule croix, c'est pour les Anglais, c'est pour les tromper. Il ne faut pas me croire. Et alors le rond, tous les historiens, alors elle a fait un rond, parce que comme elle ne sait pas écrire, pas compter, pas lire, elle a fait un rond. Mais moi, j'ai lu dans les pièces du procès que souvent elle dit 3000 lances, 5000 lances, 2000 lances, 200 lances, etc. Et elle compte tout le temps. Donc c'est quoi le rond? C'est un 0. Donc 0 pointé, une croix et un 0. Voilà. Et donc en réalité, et après elle rit. Pourquoi elle rit? Parce que ça veut dire quoi un pied de nez, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle dit, ben voilà, je vais être libre. Ils m'ont promis que si je signais l'abjuration, je serais libre. Ils l'ont promis, la veille, l'avant-veille, 2 heures avant, 5 minutes avant. Les plus hautes autorités de l'Église, ces juges. Donc elle leur dit, ben, je suis quitte, vous allez me libérer. Et d'ailleurs, elle ne comprend pas parce qu'ils ne la libèrent pas. Donc ils ont rompu le contrat. Et c'est comme ça qu'elle dit, bon, dans ces conditions, ok, je reviens à ma position initiale. Et ces voix lui en font la remarque et lui disent, quand on est Jeanne d'Arc, on ne finasse pas. C'est le seul reproche qui lui est fait. Mais pour le reste, dans sa prison, elle redit ce qu'elle a toujours dit, je maintiens que mes voix viennent du ciel, etc. Elle n'a jamais renié ses voix. Voilà. La fin de Jeanne, vous la connaissez, elle est terrible, et en même temps elle est admirable et mystérieuse. Donc au matin du 30 mai, à 7h du matin, elle voit entrer dans son cachot un dominicain, Martin l'Advenu, qui a essayé de l'aider pendant tout le procès avec des petits signes, pour la guider. Et la surprise, il lui apporte la communion, l'hostie. Elle demande à se confesser, il la confesse. Quelques heures plus tard, vers 8h, 9h du matin, l'escorte descend l'escalier à vis. Jeanne suit l'escorte. Elle monte dans la charrette. Le rebras de son chaperon embronché lui dissimule le visage. En fait, elle tremble. On ne sait pas si ce sont les secousses du palais ou ces sanglots qui secouent ses épaules. Elle pleure, elle a froid. Elle ne porte sur elle qu'une tunique de toile écrue, soufrée, aux manches coupées, sans pourpoint. Et quand la charrette traverse la cour, puis le porche du Bourreil, une compagnie anglaise, embâtonnée de guisarmes et d'épées, escorte la charrette jusqu'à la place du marché. Jeanne remarque des femmes qui, dans leurs jupes, ont mis leurs enfants et qui, sur le passage de la sorcière, glissent à l'oreille de leurs enfants. Regarde passer la sorcière. Quelle honte. Les enfants. C'est insupportable. Quand elle arrive à la place du marché, elle se retourne, elle voit qu'elle est suivie par les braves gens, avec des cierges, dans un silence de recueillement qui est en même temps un silence d'épouvante. Elle a remarqué que toutes les fenêtres étaient fermées, que les volets étaient entr'ouverts. La ville de Rouen ne veut pas savoir, elle ne veut pas voir, mais elle est aux fenêtres. Les ateliers sont fermés. C'est jour de justice. Quelle justice! On entend quelques litanies au loin, et puis le glas
le glas, les cloches, tous les clochers de rang. Et quand elle arrive sur la place du marché, l'assistance n'a jamais été aussi nombreuse, il y a du monde partout, il y a des enfants sur les pignons. Elle voit 3 estrades avec toutes les autorités, les dés rouges, les mitres, les camailles, les bures, les abbés, les pères abbés, tout le monde est là. Le bailli qui donne des ordres, qui s'impatiente en direction du bourreau. L'évêque Cochon, qui manque de défaillir, il a fait le beau procès. Mais c'est le moment émouvant. Tout est dans la fin. Il s'appuie sur sa crosse. Et à un moment donné, il n'en peut plus, il fait les derniers gestes canoniques. Elle ne l'écoute pas. Elle tombe à genoux, elle demande pardon. Elle demande pardon à toute manière de gens qui l'ont offensée. Elle demande pardon à ceux qui l'ont offensée. Et elle s'écrie: Marie, Sainte Marguerite, Sainte Catherine, vous savez-vous que je ne suis pas hérétique, que je suis une bonne chrétienne? Et elle laisse tomber: Rohan, Rohan, je crains pour toi que tu n'aies à pâtir de cette épreuve. Et vous, évêque, c'est par vous que je meurs. Alors les Anglais s'approchent, l'ordre est donné d'en finir. Les Anglais s'approchent et lui ôtent son chaperon, remplacent le chaperon par une mitre d'infamie, une mitre de papier sur laquelle il est écrit Relaps Mentresse. Et elle s'avance avec cette mitre d'infamie. Elle monte sur le bûcher toute seule. Elle fait face au bourreau qui lui lie les mains, qui l'attache aux épaules, à la ceinture, aux genoux, sur les staches. Et là, la foule est silencieuse. Il n'y a pas un bruit. On entend simplement une petite voix qui crie « Jésus, Jésus ». La voix est trop faible. Le bourreau qui porte dans le porte-flamme, qui prend dans le porte-flamme la torchère, lance la torchère dans les fascines, la fumée monte très vite, elle devient noire. La mitre de papier s'envole au vent, au feu. Jeanne disparaît dans les fumées de la colonne qui se tord et tourbillonne. Sa tête chavire. On entend un dernier Jésus. Le feu a fait son œuvre. Un officier anglais s'approche, remue les fagots, des gerbes d'étincelles. C'est fini. Le bourreau se penche sur le bois calciné avec une pelle. Et nonobstant le charbon, l'huile, le soufre qu'il avait appliqué sur les entrailles de Jeanne, il découvre que le cœur est encore là, qu'il ne s'est pas consumé. Alors, il prend le cœur sur la pelle, il lève la pelle et il s'écrie: il n'a pas brûlé! Il n'a pas brûlé! Il y a une immense gêne dans la foule. La place du marché se vide. Il y a une odeur de feu, de fumée épaisse. On entend un cri: nous avons brûlé une sainte! Et à 5 heures de l'après-midi, à l'heure de vêpres du Saint-Sacrement, depuis le pont Mathilde, un sac de toile est jeté dans le fleuve, qui roule dans le courant et qui disparaît dans le sac de toile, canonisé 5 siècles plus tard, le 6 mai 1920. Elle porte derrière elle, pour chacun d'entre nous, une leçon. Quand tout est désespéré, rien n'est désespéré. Et j'aurais simplement terminé en vous disant quelque chose de très personnel. C'est que, en fait, elle se tait,
On n'en entend plus. Elle est entrée dans le silence éternel, dans une autre vie. Mais j'ai eu, en écrivant ce livre, qui était pour moi un devoir de l'âme, pour l'âme française. J'ai eu le sentiment physique, tout à coup, qu'elle était vivante, et que donc, elle ne nous parle pas. Et nous, on peut lui parler. Merci. Si par hasard, en mai prochain, vous veniez avec l'Action française déposer une gerbe de fleurs au pied de la statue de Jeanne d'Arc, quelle serait votre prière pour la France ? Je lui demanderais de faire pour la France d'aujourd'hui ce qu'elle a fait pour la France d'hier. C'est-à-dire de nous débarrasser des élites. Dans la France d'hier, dans la France de Jeanne, les élites politiques ont failli. Elles ont transféré la souveraineté. Dans la France de Jeanne, dans la France d'hier, les élites économiques, au nom du commerce, ont fait prévaloir les intérêts anglais sur les intérêts français, les intérêts flamands, les intérêts bourguignons, pour leurs intérêts à eux. Dans la France de Jeanne, les clercs ont condamné le patriotisme, en considérant que la nation était un obstacle à la fraternité cosmique. Aujourd'hui, les élites, dans la France d'aujourd'hui, les élites ont failli. Les élites politiques sont des élites déchues, qui ont largué la France, qui ne la connaissent plus, qui n'en veulent plus. La France oscille aujourd'hui entre la politique du vide imposée par la franc-maçonnerie et le djihad imposé par l'islamisme. Les premiers font le travail pour les seconds. Lorsque le vide sera terminé, qu'il n'y aura plus de valeur, plus rien à quoi se raccrocher, grâce au laïcisme totalitaire qui est notre lot commun, alors l'islamisme pourra s'installer. Et on pourra enfin faire en France et en Europe une république islamique. C'est l'affaire de 30 ans. Donc les élites politiques sont coupables, criminelles. Il faut s'en débarrasser. Les élites, et ça ne sert à rien d'ajouter sa voix à la politique du vide, parce qu'on rajoute du vide au vide. Et de toute façon, le système des chiens de garde de la justice française vous détruit. Donc il vaut mieux parler de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la crise n'est pas politique aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit. Il y a des institutions qui fonctionnent, il y a un président, il y a un parlement, il y a des calendriers, tout va bien. Du point de vue de la politique démocratique, les apparences sont sauves. La crise, elle est métapolitique. Et donc le combat, il est métapolitique, c'est-à-dire les valeurs fondatrices, ce que j'appelais tout à l'heure les murs porteurs. Puisque la Révolution française a prétendu apporter la démocratie, elle a apporté l'oligarchie. Et la pire des oligarchies, l'oligarchie multiforme, entre les banquiers de Francfort, les petits juges du tribunal administratif de Nantes, et que sais-je encore, les médias, Washington, l'OTAN, que sais-je encore. Les élites politiques, les élites économiques ont fait le choix du mondialisme et de la dissociation condamnée par l'Église catholique dans sa doctrine sociale entre le capital et le travail, la délocalisation systématique.
beaucoup plus rentable que de faire travailler les ouvriers français. Donc les élites économiques sont condamnables. Honte au CAC 40. De toute façon, est plus ou moins déjà entre les mains du Qatar ou d'autres. On vend les aéroports à la Chine. Il n'y a plus aucune notion chez les élites économiques de l'intérêt national. Et enfin, l'éclair. Un des drames de la France, c'est que les catholiques ont du mal à être catholiques et français. Pourquoi ? Parce que la nouvelle doctrine, c'est sauver la planète. Et aujourd'hui, un jeune qui est catholique, on l'envoie au Laos, par exemple, vous voyez, faire de l'humanitaire, vous voyez, et apprendre à parler anglais aux petits Laotiens. Ouais, ça, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire en France. Et parce qu'ils considèrent que la nation est un obstacle à la fraternité cosmique, au plus haut niveau. C'est-à-dire accueillir les migrants. C'est-à-dire accueillir les migrants pour qu'il nous arrive à nous ce qui arrive aux chrétiens d'Orient, dans 20 ans. Vous voyez ? Et donc, quand je dis bien, au plus haut niveau. Et donc, alors c'est compliqué. Donc on a aujourd'hui des élites politiques, économiques et cléricales en faillite. C'est-à-dire qu'ils ont une pensée fausse. Parce qu'ils ont tous liquidé la France. Mais il y a un miracle. C'est qu'il y a eu 1 million de personnes qui ont manifesté le plus gratuitement du monde sur la question du mariage. Et puis 400 000 personnes qui ont acheté le livre de Zemmour. Et puis les émissions de télévision maintenant en prime time, c'est l'histoire, etc., etc. Et puis vous me permettrez d'ajouter le succès mondial du Puy du Fou. Incroyable. La petite souris, elle décline, hein, la petite souris de Disney. Et nous, on fait la chasse à la souris, là, avec nos tout petits moyens. Mais ça veut dire quoi? C'est que les gens, ils ont soif de France. Voilà. Et donc, en fait, on est près du grand mouvement de l'inversion. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de France, il y a toujours le peuple et les chevaliers. Toujours. C'est les mêmes. Et entre les deux, il y a ceux qui font la révolution, qui font les révolutions, qui cherchent à en profiter et qui sont ensuite liquidés par l'histoire. Ce qu'on appelle les élites, d'un mot un peu. Et donc, nous sommes dans des temps apocalyptiques. On peut avoir une république islamique en France. C'est normal. Avortement de masse, immigration de masse. C'est ça le chassé-croisé. Ou alors, on peut avoir un sursaut. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des signes du sursaut, parce qu'il y a partout des gens qui bougent. Voilà, et puis il y a des voix qui s'élèvent, quoi. Voilà. Puis qui parlent de plus en plus fort. Voilà. Et pour ce qui me concerne, on m'entend. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, allez, personnel. Bon, bravo, félicitations. On n'est pas surpris parce qu'on est toujours habitué à ce genre de prestations, donc c'est parfait. Non, je voulais juste dire qu'à l'époque, j'ai connu un monsieur qui s'appelait Henri Montaigu, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait La fin des féodaux, et dans lequel il montrait que le marché qui a été monté par les Bourguignons pour vendre Jeanne d'Arc aux Anglais était une rupture de la loi féodale qui consistait logiquement à ce que quand il y avait rançon, c'était au camp de ceux qui ne marchandait pas. On n'était pas aux enchères. La personne qui était mise sous rançon, elle devait être rendue à son camp. Et eux, ils avaient en fait marchandé. Et finalement, c'est les Anglais qui ont surenchéri. Et comme effectivement les Français n'ont pas bougé, le marché a été facile à conclure. Mais il dit, ça signifiait déjà la rupture de la fin de la féodalité pour lui, la fin tragique de la féodalité.
Et c'était aussi les prémices de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la notion de marchandage et de commerce l'emporte sur les valeurs fondamentales, ancestrales, traditionnelles, qui sont à l'origine de notre civilisation. Donc c'est pour confirmer, mais enfin voilà. Je vais répondre. Et en regardant le portrait qui est ici, tout à l'heure, certains d'entre vous ont pu être choqués, mais vous savez, les gens qui étaient ici dans ce lieu historique se souviennent de la condamnation de l'Action française. Voilà. Vous vous rendez compte que les gens étaient enterrés civilement. Voilà. Et quelle faute morale, quelle faute politique, quelle faute philosophique. Voilà. Et à chaque fois que je pense à cette période, je me dis, mais comment on peut se tromper à ce point, parce que ça a été quelque chose de terrible. Et là, actuellement, les clercs, les autorités spirituelles au plus haut niveau, pardonnez-moi, je choque peut-être certains philosophies religieuses, donc voilà, il n'y a pas de problème. Bon, mais simplement, comment ils peuvent se tromper? Ils sont relativistes et mondialistes. Et le mondialisme, c'est la nouvelle idéologie qui réunit les deux internationales du XXe siècle. On n'a pas le temps, malheureusement, mais je veux bien revenir là-dessus, parce que c'est une nouvelle idéologie qui coupe l'homme de ses attachements vitaux. Et ce qu'on est en train de préparer, on a eu cette conversation avec Poutine il n'y a pas longtemps, et il dit, il y a tout le monde, nous, la Russie, on veut vivre avec nos valeurs, on ne veut pas des Femen, on ne veut pas de l'OTAN, et on ne veut pas du modèle culturel américain. Les Américains cherchent à imposer au monde un modèle multiculturaliste, consumériste, hédoniste, communautariste. C'est ça qu'ils veulent imposer au monde. Et pour eux, qu'est-ce qui se passe en ce moment là sur l'Ukraine? Je vais vous le dire, c'est très simple. Ils veulent, pour écluser leurs produits en Europe, avoir l'Europe à leurs mains. C'est pour ça qu'il y a un grand projet de traité de libre-échange. Et pour écluser leurs dettes, ils ont besoin de la guerre pour écluser leurs dettes. Voilà. Et donc, pour soumettre l'Europe, ils ont un outil qui s'appelle l'OTAN. Mais cet outil n'a plus aucune légitimité, puisque l'OTAN, c'était contre le pacte de Varsovie. La belle lurette qu'il est mort, le pacte de Varsovie. Et donc, pour maintenir l'OTAN, qui limite, qui entame la souveraineté politique, puisque militaire, de tous les États européens, pour maintenir l'OTAN, il faut un diable. C'est-à-dire, il faut un ennemi. Et comme pour eux, il est vital d'empêcher la jonction de ce que De Gaulle appelait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est-à-dire le lien entre l'Europe et la Russie, c'est vital pour les Américains d'empêcher ça. Alors, il faut, pour faire survivre l'OTAN, tous les jours, provoquer Poutine, y compris quand il a raison, parce que sur l'Ukraine, ce qui se passe sur l'Ukraine, c'est ignorer l'histoire que d'ignorer que c'est un problème complexe. Et donc, c'est un sujet que je connais très très bien, et je m'en suis entretenu à plusieurs reprises, et je suis mais vent debout sur cette affaire, parce qu'ils sont en train de... Les Américains vont provoquer une guerre mondiale. Ils savent faire que ça. Voilà. Et derrière tout ça, il y a quoi? Ce que dit très bien Poutine, ce qu'il m'a dit à moi. On est entre nous, il n'y a pas de journaliste, donc je peux vous le répéter. Il dit, ce que préparent les Américains, je peux vous dire, l'interprète qui était excellente, elle a traduit exactement les mots. Elle dit, il prépare un petit homme nomade, écoutez bien, un petit homme nomade, consommateur, asexué, apatride. Eh bien moi, je n'en veux pas. Pour la Russie. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention. Je voulais poser une question par rapport à, justement, on fait beaucoup, en France, on a cette richesse intellectuelle et historique de savoir faire une cartographie et voir les problèmes. Mais j'aimerais savoir quelles sont les solutions que vous proposez, ou même qui peuvent être proposées de façon à retrouver une configuration d'enracinement et justement une carte, un joker qui pourrait être joué pour justement aller contre ce que vous venez de citer. Et toute la question intègre beaucoup de plans, notamment la géopolitique, les ressources,
Mais je pense que aussi c'est très culturel en France depuis 200 ans. Bon, je pense, hein, j'ai grandi dans les îles, mais étant éloigné de la métropole, par exemple, ce qu'on observe dans les îles, c'est qu'on a un attachement très fort avec la France. Et on se dit, mais en France, les Français, vous êtes orphelins. Vous êtes orphelins et depuis qu'il n'y a plus de figure où le peuple s'était transfiguré, qu'il y avait un chef de famille. Et la question aussi, c'est très sociologique. Et je pense que si la cohésion nationale a beaucoup en partie de ça. Et voilà un peu la question. Voilà. C'est la question capitale. Hein. Donc là, vous dites tous, alors on va voir comment Philippe de Villiers, quand il a été longtemps un homme politique, il a contourné la question pour ne pas y répondre. Alors je vais vous répondre. 3 réponses, en vous écoutant, hein, de ce que j'ai compris de vos questions. Première réponse, un pays n'existe que s'il a des contours et des compteurs. Or, la France n'a plus de compteurs, elle n'a plus de rêves, elle n'a plus d'histoire, on n'enseigne plus l'histoire. La France est un pays interdit à lui-même, puisque la plus grande part de son histoire, la plus glorieuse, est interdite depuis la Révolution française. Donc toute demeure divisée contre elle-même périra. Et elle n'a plus de contours puisqu'il n'y a plus de frontières. Donc, si on voulait vraiment rétablir la France pour qu'elle retrouve à la fois le fil de son histoire et sa puissance, il faudra faire une première chose, faire tomber le mur de Maastricht, qui est le mur du mensonge. Le mur de Berlin est tombé, le mur de Maastricht tombera, c'est-à-dire récupérer la souveraineté. Je ne développe pas la souveraineté des frontières, la souveraineté des lois, etc. C'est-à-dire faire en sorte que la France soit dirigée par elle-même, à partir de la France, et pas à partir de Washington, Bruxelles, Francfort, etc. Bon. Ou les petits juges du tribunal administratif. La deuxième chose, alors ça c'est assez simple à faire, et par exemple, il faut sortir de l'OTAN, par exemple. Voilà. C'est ce que Poutine attend de nous. Parce que le jour où la France, parce que c'est Sarkozy qui nous a fait rentrer dedans. Le petit troll du Qatar. La deuxième chose à faire, c'est d'introduire en France la liberté de l'école. Pourquoi? Parce qu'il y aura à ce moment-là, par capillarité et sissiparité, des écoles partout qui enseigneront l'histoire de France. Et moi je suis content parce qu'on a fait une percée avec le Puy du Fou, une percée conceptuelle, c'est-à-dire qu'en fait sans que personne ne nous dise rien, nous on fait l'histoire de France au Puy du Fou et encore on n'a pas fini parce que dans 2 ans on va faire le grand panache et là vous allez voir, ça va trembler parce que là il y a la convention, tout ça, on va tout raconter là. La fameuse phrase de Robespierre, mes chers collègues, je vous mets en garde car nous sommes devant un terrible dilemme, ou bien la Vendée est déclarée coupable, alors tout ce que nous fondons est légitime, ou bien la Vendée est déclarée innocente, alors pèsera sur chacun d'entre nous et sur la Révolution tout entière pour la suite des temps un terrible soupçon. Alors, les soupçons. Donc, l'histoire, renouer le fil, ça. Bon, voilà. Donc, le jour où les Français se réapproprient leur histoire par l'école, donc c'est pas la peine, on va pas chercher à ranimer le cadavre de l'éducation nationale à côté. Voilà. Et il y a quand même 100 écoles hors contrat qui se créent à ce moment par an. Il y a un petit mouvement. Voilà. Alors la troisième chose, c'est la question de la clé de voûte. Voilà. Moi, je répète ce que j'ai dit, je pense qu'un pouvoir qui n'a pas la pérennité et la sacralité n'est pas un pouvoir légitime durable. Et plus on réfléchit à ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, plus il est patent que derrière la violence de la guillotine, c'est quand même une chose incroyable, massacrer Lavoisier, Chénier et tout, ils sont fous, les tortionnaires. Mais derrière ça,
il y a quand même l'idée de la table rase et de l'homme générique. Et derrière ça, il y a l'idée qu'on on détache le pouvoir du lien avec la famille, donc avec la durée, et du lien avec le sacré. Et moi, j'ai exercé le pouvoir en Vendée, à mon petit niveau, mais pendant 25 ans. Et le matin, je me disais, je prends une résolution, enfin deux, je n'écoute personne, et je n'écoute que la voix de ma conscience, parce que je serai jugé plus tard sur les petites lâchetés que j'aurais commises dans cette journée. Alors les petites lâchetés, ça veut dire céder aux caprices de l'instant, céder à l'opinion, au démos. Voilà. Et moi, je cherchais à faire le bien de la Vendée pendant 30 ans. Et je pensais finalement à ce que les latins appelaient le bon composé du pouvoir. Le bon composé du pouvoir pour les latins, pour les anciens, c'était l'harmonie entre la potestas et l'auctoritas. La potestas, c'est le pouvoir de gérer, de gouverner, de légiférer, de punir. Et les latins disaient, quand on a beaucoup d'autoritas, on n'a pas besoin de potestas. Par exemple, Saint Louis, il n'avait pas beaucoup de besoin de potestas. Bon. L'autoritas, c'est l'aura, c'est le symbole. Dans un pays de grandes coutumes et de riches traditions, on gouverne avec les symboles, par des symboles. Beaucoup plus que par des lois. Et Solzhenitsyn disait très bien, un pays qui n'a plus de mœurs fait des lois, dans le discours de Harvard. Et donc là, en fait, aujourd'hui, la potestas est partie à Bruxelles, et l'autoritas dans les médias, le roi est nu, il reste que le casque et le scooter. Voilà. Et donc, il faut revenir à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin disait le meilleur régime, c'est un régime qui emprunte aux trois, c'est-à-dire la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Et il expliquait la monarchie parce qu'il faut un chef, l'aristocratie parce qu'il faut qu'il s'entoure des meilleurs. Il ne disait pas oligarchie, il disait aristocratie. Aristocratie, au sens étymologique, ça veut dire les meilleurs, sortis du peuple, comme a fait Saint-Louis, comme a fait Philippe Auguste. Et enfin, la démocratie, parce qu'il faut l'assentiment. Et moi, je connais une petite société de confiance qui marche très bien et qui récolte les plus beaux fleurons dans le monde entier, c'est la monarchie artistique du Puy du Fou. Ça marche comme ça. Et toute l'expérience montre qu'en fait, si on a l'assentiment du peuple qui fait confiance au sommet, un chef digne dans la durée, et non pas dans l'instant. Parce que comment voulez-vous avoir une diplomatie, même si on a 1000 ans de savoir-faire diplomatique, avec un président qui dure 5 ans? C'est impossible. Et puis j'ajoute quelque chose d'extérieur, de supérieur, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qui tient du mystère de l'humanité, qui s'appelle le sacré. Parce qu'un pouvoir qui n'est pas ancré dans quelque chose de supérieur, à qui on rend des comptes? À qui? Au démos? Ou à celui qui est le juge de tous les juges et le juge de tous les rois? C'est ça la vraie question. Moi, si on disait à tous les politiciens français, là, de l'UMP, vous serez jugés au seuil du cimetière par quelqu'un de plus grand encore que Sarkozy, ben, je peux vous dire que les mecs, ils baliseraient dur. Hein. Voilà. Et donc, en fait, il faut retrouver cette part de sacré qui était l'onction. Voilà. Et donc, on a perdu beaucoup. Enfin, on a perdu les deux contre-pouvoirs qui étaient beaucoup plus forts que le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il y a un contre-pouvoir, le Conseil constitutionnel, il contrôle. Bon. Mais quand vous avez comme contre-pouvoir votre propre affection pour vos enfants et Dieu, à qui vous rendrez des comptes, parce que vous êtes lieutenant général du royaume, c'est autrement sérieux.